Europe 1 Archives. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Les dossiers que je vous présente actuellement, chers amis, ont un aspect extraordinaire lié le plus souvent à l'importance d'une escroquerie, d'un crime, à l'épaisseur du mystère qui les entoure, aux événements étonnants qui les accompagnent, à la nature exceptionnelle, voire monstrueuse, des hommes qui en sont les héros. Aujourd'hui, l'extraordinaire est ailleurs. Il s'agit d'une simple peccadille dont est accusé un adolescent, l'élève d'une école militaire anglaise, un vol de 5 shillings. Environ 2 francs au cours actuel de la livre, un peu plus évidemment à l'époque où se déroule cette histoire, en 1908. Un vol de 5 shillings, a priori, ne mérite pas qu'on y prête beaucoup d'attention. Or, ce vol de 5 shillings va alimenter l'opinion publique, remuer la presse, mettre en cause l'attitude du gouvernement, nécessiter l'intervention personnelle du roi d'Angleterre, occuper pendant 4 ans, je dis bien pendant 4 ans, de 1908 à 1912, le meilleur du temps du plus grand avocat de Londres, Sir Edward Carson. Et cela, je le répète, sans qu'il y ait de crime, de mystère étouffant, d'événements invraisemblables, de personnages exceptionnels. À quoi se heurte donc Sir Edward Carson pour 5 shillings, dans sa recherche de la vérité, dans son souci de justice, pour l'amour du droit? Eh bien, un monstre tout de même, mais anonyme. L'administration avec un grand A. Alors qu'y a-t-il de plus extraordinaire dans ce dossier? Que 5 shillings déclenchent pareille passion? Ou que le plus grand avocat anglais s'entête pendant 4 ans sans réussir à vaincre l'administration de son pays? Remarquez, s'il réussissait, ce serait encore plus extraordinaire. N'y comptons pas trop. Le dénouement vous surprendra sans doute autant qu'il m'a surpris moi-même. Martin Archesi a pris sa retraite à Bristol en Grande-Bretagne. Il a fait une carrière modeste dans la banque, c'est un Anglais qui incarne les vertus traditionnelles du Royaume-Uni. Il n'a jamais omis de mettre son melon pour se rendre au bureau. Quand il n'était pas d'accord avec les ordres de son patron, il obéissait sans discuter, se permettant seulement de les commenter avec humour. Son sens du commerce et sa probité lui valent l'estime de ses concitoyens dans la ville de Bristol, où il mène une existence simple et confortable. Il continue, comme il l'a fait toute sa vie, d'honorer son roi et de voter à gauche. Martin Archesi a un rêve tout de même, que son fils George, âgé de 13 ans, monte de quelques marches les degrés de l'échelle sociale. Qu'il ne soit pas comme lui un employé, qu'il devienne officier. Et bien sûr, de la plus belle arme qui soit en Angleterre, puisque ce pays est une île, la marine. Un rêve réalisable car George a tout ce qu'il faut pour devenir amiral. Ses études secondaires se sont passées brillamment. Sa conduite a été irréprochable. À 13 ans, il est déjà cadet de la Royal Navy au collège naval d'Osborne. Fin octobre 1908, le père de George reçoit une lettre de l'amirauté. Il la lit 3 fois. La première fois stupéfait, la seconde fois les larmes aux yeux, la troisième en colère. La voici. Monsieur, sur ordre de mes supérieurs de l'amirauté, j'ai l'honneur de vous informer que nous avons reçu une note du commandant du collège naval d'Osborne, dans laquelle est fait mention du vol d'un mandat postal commis au collège. Ce mandat a été encaissé à la poste. L'enquête qui a suivi les faits ne laisse aucun doute, c'est votre fils, le cadet George Archesi, qui a volé le mandat en question. Mes supérieurs ont le profond regret de vous prier en conséquence de retirer votre fils du collège. Mr. Archesi père prend le premier train pour Osborne, où il est reçu par le commandant de l'école. Je comprends votre peine et votre surprise, monsieur. Pour son père, un fils ne peut jamais être coupable. Vous vous trompez, commandant. Je connais mon fils. Vous croyez le connaître. Les faits sont là. Un autre a pu voler, pas Georges. Hélas, si. C'est impossible. En effet, un cadet de la Royal Navy ne peut être un voleur. C'est pourquoi
J'ai pris la décision, monsieur, de demander à l'amirauté le renvoi de votre fils. Il vous attend au parloir. Le commandant de l'école refuse de discuter plus avant. Le père et le fils se retrouvent face à face. Pas d'effusion, d'embrassade. Nous sommes en Angleterre, où la froideur est de rigueur dans les relations humaines, comme dans les maisons mal chauffées l'hiver. Alors, Georges? Oui, père. Qu'est-ce que tu as à me dire? Je vous jure devant Dieu que je suis innocent. Bien, je le savais. Prends ta valise, nous partons. Que s'était-il passé selon la version officielle? Le matin du 7 octobre 1908, le voisin de dortoir de Georges, Terence Beck, reçoit un mandat de ses parents, 5 shillings. Tout content, il annonce la bonne nouvelle à ses camarades et range le mandat dans son bureau. Après la matinée consacrée aux cours et le début de l'après-midi au sport, une course d'aviron, Terence Beck, vers 16 heures, veut se rendre à la poste afin de toucher son argent. Il ouvre son bureau, le mandat a disparu. Il avertit aussitôt le quartier-maître de service. Celui-ci va interroger l'employé des postes. Dites-moi, mademoiselle, des cadets sont venus aujourd'hui? Attendez que je me souvienne. Oui, et il y en a un qui m'a demandé un formulaire. Vous vous souvenez de son nom? Ah, il faudrait que je recherche dans mes papiers. Et puis, un monsieur est venu beaucoup plus tard, il devait être près de 15 heures. Il a touché un mandat et expédié un autre. En feuilletant le registre avec l'employé, le quartier-maître trouve 3 noms de cadets. Arbuthnot, Archessie et Terence Beck. Arbuthnot et Archessie ont expédié chacun un mandat et Terence Beck a touché le sien, celui de 5 shillings. Or, Terence Beck n'est pas allé à la poste, donc l'un des 2 autres a imité sa signature. Je sais, dit l'employé, c'est Archessie. Sur le moment, je n'ai pas fait attention, mais je me souviens que c'est celui qui a touché le mandat de 5 shillings qui a expédié ensuite celui de 15 shillings 6 pence. Or, voyez vous-même sur la souche, le nom de l'expéditeur, voyez là, c'est Archessie. Alors, il a touché un mandat à un nom et on a envoyé un autre à un autre nom. Oh, vous savez, on peut très bien expédier un mandat au nom de quelqu'un. Bien sûr, oui. Je vous remercie. Georges Archessie, interrogé à son tour par le quartier-maître, reconnaît avoir expédié le mandat de 15 shillings 6 pence pour commander une locomotive à un marchand de jouets londonien, mais il nie formellement avoir encaissé les fameux 5 shillings au nom de Terence Beck. Le commandant de l'école convoque Georges dans son bureau. Prenez cette feuille de papier, écrivez le nom de votre camarade Beck. Bien, commandant. Georges écrit Terence Beck. Vous pouvez disposer. Le cadet claque les talons, salue et sort. Le commandant soumet le papier à un graphologue réputé, Gourin, et le prie de le comparer à la signature sur le récépissé du mandat. Ce n'est pas écrit de la même façon, dit le graphologue, mais l'écriture est de la même personne. Vous êtes sûr? Oui, commandant. En plus, je lui ai demandé d'écrire Beck et il a écrit Terence Beck, comme sur le mandat. En effet, c'est un argument qui confirme mon expertise. Aucun doute par conséquent pour le commandant, Georges Archessie est le coupable. Il sera renvoyé. Dans le train de Bristol, un père et un fils, assis l'un en face de l'autre, se regardent en silence. Certains d'être victimes tous les deux d'une erreur qui risque de coûter au fils sa carrière d'officier de marine, au père la fin de ses rêves familiaux. Ne t'inquiète pas, Georges. Nous n'allons pas nous laisser faire. Le fils esquisse un faible sourire, il a confiance, mais comment s'y prendre pour tenter de rétablir la vérité? Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Être renvoyé d'une école militaire, parce qu'on ne vous juge pas digne de devenir officier, quel affront! Et quelle injustice quand le motif invoqué avoir volé 5 shillings est faux, malgré les apparences. Une si petite affaire de loi, mais si importante, dans son principe et ses conséquences, seul un grand avocat peut la dénouer. Le père de l'élève renvoyé s'adresse au plus grand avocat de Londres en 1908, Sir Edward Carson, qui accepte de défendre cette cause où l'honneur et le droit sont en jeu. Car bien entendu, l'administration de l'amirauté estime qu'elle n'a aucune explication à donner, aucune justification de ses décisions à produire. Les démêlés de Sir Edward Carson avec l'administration serait un excellent sujet de thèse pour un doctorat en droit
car ils mettent en évidence les règles mêmes du droit anglais. Je le signale aux étudiants qui m'écoutent. En ce qui me concerne, je vais évidemment me borner à vous résumer l'essentiel de ces démarches d'une complication ahurissante et d'un comique involontaire digne des plaideurs de Racine. D'abord, l'amirauté refuse de communiquer ses dossiers à des civils. Georges le cadet n'est plus cadet puisqu'il est renvoyé, c'est donc un civil, son père aussi. Ensuite, et c'est un comble, l'amirauté estime que l'affaire n'est pas assez importante pour qu'une action de justice soit entamée contre Georges. Remarquez, entamer cette action, c'était une astuce de l'avocat, Sir Edward Carson, réclamer cette accusation pour pouvoir se défendre. Le vieux juriste, malin comme un singe, va alors déterrer une vieille coutume du droit anglais, la phrase, et la suivante, « Le roi ne peut favoriser l'injustice à force de loi, autrement dit, personne ne peut rendre responsable le roi d'une décision prise par un tribunal. » Ce principe, suivez-moi bien, fait que si par hasard la couronne couvrait une injustice, le citoyen aurait le droit d'introduire une pétition auprès du souverain. Cela s'appelle « Petition of right », pétition de droit. Le roi alors, et lui seul, peut déclarer à haute voix ses paroles consacrées, que le droit suive son cours. Et c'est gagné car un procès a lieu. Comment atteindre le roi et justifier qu'un vol de 5 shillings mérite de déranger sa majesté? Par la publicité. Sir Edward Carson alerte la presse, intéresse l'opinion anglaise, traditionnellement démocratique, au sort d'un gosse de 13 ans qui veut servir dans la plus belle marine du monde. Et ça marche. Devant l'émotion de son peuple, le roi accepte la pétition. Il a fallu 2 ans pour obtenir ce premier résultat. Le 12 juillet 1910, un tribunal se réunit. Sir Douglas Isaac, représentant de la couronne, déclare à l'audience « Cette affaire n'a aucune raison d'être. Nous n'avons pas à entendre la relation des faits. »« Quoi ?» hurle Sir Edward. « La couronne s'offre à ce que la lumière soit faite et vous la refusez, c'est un scandale public !» Et il quitte ostensiblement à grand fracas la salle d'audience. La presse se régale, le gouvernement est en difficulté. L'avocat laisse s'envenimer les choses et au dernier moment, dans les délais légaux, il fait appel. Cette fois, la cour d'appel doit juger et en présence d'un jury. Mais auparavant, l'imbroglio juridique est démonté, remonté comme un puzzle. Je vous fais grâce de ces arguties, non pas qu'elles manquent d'intérêt, elles en ont un primordial, celui de permettre à Sir Edward Carson d'obtenir l'exposé des faits en public et leur discussion. Cela dure encore, tenez-vous bien, 2 ans. Fin juillet 1912, enfin, l'avocat peut attaquer les 2 principaux témoignages sur lesquels repose l'accusation. L'amirauté, dit-il, s'est basée sur l'expertise d'un graphologue, M. Gorin. Nous allons examiner ses conclusions sur d'autres affaires, dans lesquelles d'ailleurs M. Gorin s'est manifestement trompé. « Cela est indigne de vous », s'écrie le président. N'empêche, l'avocat arrive à créer un doute dans l'esprit du jury. Et puis surtout, il interroge l'employé des postes. Existe-t-il dans vos livres, mademoiselle, un ordre quelconque suivant lequel les mandats sont enregistrés et à quel moment ils sont encaissés et expédiés? Non, maître. Nous devons donc nous fier entièrement à votre mémoire si nous voulons savoir si c'est la même personne qui a encaissé un mandat et expédié l'autre. Absolument. Tous les cadets venus à la poste étaient des jeunes gens du même âge portant le même uniforme. Évidemment. Quand avez-vous appris que quelque chose n'était pas en ordre? Le quartier-maître est venu me voir le soir même et m'a demandé si un cadet, qui n'en avait pas le droit, avait encaissé un mandat. C'est donc lui qui vous a dit pour la première fois qu'il s'agissait d'un cadet. Oui. Vous a-t-il dit qu'une permission de sortie avait été accordée à 2 cadets seulement? Oui. Et était-il excité? Ah, je pense bien, il était furieux. Lui avez-vous dit ce soir-là que c'était le même cadet qui avait expédié un mandat et encaissé l'autre? Non. Je lui ai dit plus tard, quand il m'a précisé qu'il n'y avait que 2 cadets seulement qui avaient eu la permission de venir à la poste. Sir Edward Carson venait de démolir entièrement le second témoignage sur lequel reposait l'accusation. Un témoignage orienté par les interrogatoires du quartier-maître, dont les conclusions étaient en quelque sorte suscitées par lui. De plus, la mémoire de l'employé des postes pouvait être mise en doute. Une dernière question, demande l'avocat à celui qui a reçu le mandat de 5 shillings, Terence Beck. Est-ce le quartier-maître
Qui a fait le rapport entre George Archessie et le vol de votre mandat? Oui. L'audience s'est levée sur cette réponse massue, qui met en évidence le rôle capital, pour ne pas dire tendancieux, joué par le représentant de la direction de l'école. Le lendemain, à la reprise des débats, chacun espère que la vérité va enfin pouvoir éclater. Coup de théâtre? Le procureur de la couronne se livre. Au nom de l'amirauté, je déclare que les déclarations du cadet George Archessie, selon lesquelles il n'a pas falsifié la signature sur le mandat postal, sont reconnues exactes. Il n'a ni subtilisé ni encaissé le mandat en question. De cette façon, il est reconnu innocent. Le président constate que l'accusation retire sa plainte. Il n'y a plus de coupable, plus de procès. L'audience est levée. Ainsi, l'administration, pour ne pas être vaincue, pour ne pas devoir reconnaître la responsabilité d'un de ses représentants, le quartier-maître, préférait passer l'éponge et qu'on ignorât pour toujours qui était le coupable. George Archessie réintègre l'école navale, devient officier de marine. En 1914, 2 ans plus tard, dès le début des hostilités, il est tué lors de son premier combat. Il avait 19 ans. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Europe 1 Archives. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. La dernière page de ce dossier s'est refermée il y a 23 ans. Une génération. Il y a 23 ans, quelqu'un a été condamné à la détention à vie pour meurtre avec préméditation. Une préméditation pas comme les autres. Ce quelqu'un avait 23 ans aussi. Total, 46 ans aujourd'hui. La détention à vie, vous le savez, ne dure jamais 23 ans en règle générale. Donc ce quelqu'un est libre. Ce qui rend ce dossier aussi anonyme que possible en ce qui concerne l'identité des personnages. Des prénoms suffiront. Au risque de paraître cruel, je vous dirai tout de suite que ce qui rend ce dossier extraordinaire tient en 2 mots. Laideur et médiocrité. Ces 2 mots s'attachent pour le premier au criminel et pour le second à la victime. Je sais que nous avons tous tendance à préférer la beauté et la perfection. Je sais que même dans l'histoire du crime, pour que l'on prête attention aux personnages, peut-être même pour qu'on leur trouve des excuses, il vaut mieux qu'ils soient beaux et intelligents. C'est stupide, doublement stupide, car il est aussi difficile de comprendre un être beau qu'un être laid, aussi ardu de juger la perfection que la médiocrité. Mais nous n'y pouvons rien. Un homme a su dans ce dossier aller au-delà de la médiocrité et de la laideur. Cet homme, c'est le juge d'instruction. C'était bien entendu son devoir, mais il l'a remarquablement fait. Il a su faire parler, il a su entendre, il a su rapporter. Pourtant, je suis à peu près persuadé que certains d'entre vous, à la fin de ce dossier, jugeront cet effort inutile, car il n'a rien changé aux faits ni au verdict d'ailleurs. Il ne pouvait pas changer quoi que ce soit. Il ne pouvait servir qu'à expliquer. Or, expliquer pourquoi quelqu'un a tué quelqu'un, à quoi ça sert?
Léon fabrique des semelles de chaussures. Léon découpe suivant le pointillé du 36 au 44 toute la journée les chaussures des autres. Cela n'a rien d'exaltant. S'appeler Léon n'a rien d'exaltant non plus quand on a 20 ans. Léon, c'est un prénom d'arrière-grand-tante célibataire et lugubre, pas celui d'une jeune fille. Ce n'était pas non plus un prénom d'enfant. Les cours de récréation sont cruels dans ces cas-là. Léon porte donc son prénom depuis 20 ans, comme une calamité, avec le curieux sentiment que les gens s'adressent toujours à quelqu'un d'autre qu'elle-même, comme une erreur. Oh, il lui aurait suffi de s'appeler Marcel. Ce n'était pas trop demandé. En découpant ses semelles, Léon a pris l'habitude d'ignorer les colibés. On peut même dire qu'elle n'en souffre pas. Ceux qui tentent de l'atteindre en ce moment sont pourtant plus cruels que d'habitude. « Alors, Léon, ton amoureux t'a quitté? T'en fais une tête !» Les stupides petites camarades d'atelier n'ont pas inventé la poudre. Nourries de romans photos et de cinéma sirupeux, elles n'ont à cet âge qu'une seule idée en tête, l'amoureux. Et celle qui n'en a pas leur sert de défoulement. Mais Léon a un amoureux. En fait, elle ne l'a que depuis ce matin. Il est dans l'atelier voisin, il fait les talons. Depuis quelques jours, il la frôle exprès dans le couloir et la couve. D'un grand sourire vantard aujourd'hui à la cantine, il a proposé un rendez-vous dans le terrain vague derrière l'usine. Le teint gris de Léon en est devenu tout rouge. La voilà la laideur. Pire même. Elle est de celles dont on dit, lorsqu'elle est bien habillée, bien propre et bien coiffée, « Ma parole, mais elle est presque belle. » Autrement dit, le bel effort que voilà. Cette expression a un côté définitif qui traduit le maximum atteint. Ce presque belle n'ira jamais plus loin. Léon, une silhouette lourde, sans grâce, un corps qui donne toujours l'impression d'être empaqueté dans les robes et mal ficelé. Le visage est plat vu de face et curieusement de profil se détache un grand nez, un menton long. Il n'empêche que Léon est allé à son rendez-vous galant derrière l'usine dans le terrain vague. Le lendemain, dans la cour, il racontait l'aventure à tous ses copains. Il avait gagné son pari, une tournée générale. Elle était là, plantée derrière un arbre. Elle avait voulu lui faire une surprise et se cacher pour lui dire bonjour. Elle a tout entendu. Il racontait avec de grands rires. Et les autres s'esclaffaient en réclamant des détails. Oh, je suis d'accord, à première vue, c'est du mauvais mélo. Et alors, justement, à propos de ce mauvais mélo, je m'adresse aux femmes qui m'écoutent. Essayez donc d'avoir 20 ans, d'être laide et sans grâce, tomber dans le panneau d'un petit séducteur minable vers 6 heures du soir dans un terrain vague, et écoutez-le raconter son exploit à ses petits camarades comme une énorme farce dont vous êtes la dinde. Écoutez-le dire combien vous étiez ridicule, et quelle tête vous faisiez, et ce que vous avez dit, et toutes vos petites laideurs physiques. Pas besoin d'être clerc de notaire pour dire que ça doit faire mal. Pour Léon, ce sera désormais l'année où elle a fait ça. Pendant ce temps-là, sa sœur entrait au couvent. Aucun rapport. Quand je vous aurai dit que le père est éthylique et la mère uniquement préoccupée de se faire battre le moins possible, vous aurez l'image d'Épinal complète. Seulement, ne vous réfugiez pas derrière cette image. N'oubliez pas que le personnage est vivant, qu'il a envie, tout comme vous et moi, tout comme n'importe qui, d'être heureux. Et si Léon est battue d'avance, elle ne veut pas encore l'admettre. De morose, elle devient sinistre, mais continue courageusement à fabriquer des semelles, le dos un peu plus arrondi sous les colibés, sans amis, sans espoir de sortir de là, sans issue de secours. Car son intelligence s'arrête à la fabrication des semelles suivant le pointillé. Mais encore le fait-elle avec beaucoup de difficultés. Il lui arrive de penser à la mort. Sur son chemin, tous les jours, elle longe un étang profond et verdâtre. C'est en le regardant qu'elle y pense.
entrer là-dedans et disparaître sans bruit dans la vase mousseuse, l'attendre presque quotidiennement, et lui fait peur en même temps. Il arrive que sa mère demande « T'en fais une tête, qu'est-ce que t'as ?»« Je voudrais mourir. »« Eh ben meurs donc, en v'là une affaire !» Chacun pour soi, n'est-ce pas? Chacun sa propre misère, chacun sa laideur. Impossible de prendre en charge celle des autres, c'est inhumain. Et c'est dans cette atmosphère qu'arrive un jour l'homme à la moto. En 1953, déjà et surtout, une moto, c'est l'élément le plus sûr de la séduction masculine. D'autres que Léon s'y sont laissés prendre. Et le garçon n'est pas laid, en tout cas. Il est aussi beau qu'on peut l'être pour Léon. Pour nous, il est assez inconsistant, un curieux mélange de mollesse dans les traits et de dureté dans le comportement. La première rencontre est exaltante pour Léon. Traîné dans un bal de village par une camarade compatissante, et alors qu'elle s'apprête à se renfrogner dans son coin, il vient l'inviter à danser, plusieurs fois. La chose est si nouvelle que Léon en déborde de reconnaissance, à tel point que le garçon, sentant la conquête facile, propose une promenade pour le lendemain dimanche. Voici venir l'ère des dimanches de Léon. Donc, le lendemain dimanche, Léon, sur sa bicyclette, pédale avec enthousiasme vers le rendez-vous. Elle n'y arrivera jamais. Elle n'a pas de chance. Oh, bien sûr, ce n'est pas grave. Un pneu qui crève, c'est tout. Des kilomètres à pied en poussant la vieille bécane, l'heure du rendez-vous qui passe, et le garçon parti depuis longtemps quand elle arrive. Parti ou jamais venu. Elle ne sait pas. Mais ce rendez-vous manqué prend des allures symboliques avec le recul. Léon ne sait même pas le nom du garçon, ignore où il habite, qui il est, et s'en fait un prince charmant à bon compte. Lui, de son côté, vexé de ne pas l'avoir vu, car il est venu au rendez-vous, garde d'elle un souvenir irrité de choses inachevées. Si bien que le hasard, les mettant face à face 6 mois plus tard, va les rapprocher définitivement. Sans ce petit malentendu, rien ne serait arrivé, rien de grave en tout cas, et il y a gros à parier que l'aventure n'aurait pas tenu plus de 48 heures. À partir de ce jour-là, elle ira jusqu'à la mort. Grimpé sur cette moto pétaradante, accrochée au dos d'un garçon qui ne se moque pas d'elle ouvertement, Léon est dépassé par la joie. Il faut être laide et misérable comme elle pour faire de cette rencontre médiocre un bonheur pareil. La voilà tout à coup qui barbouille son nez de crème de beauté, achète du parfum, court chez le coiffeur, rafistole ses robes, promène partout un air émerveillé. Il s'appelle Émile. Et il a dit « On se verra le dimanche. Tous les dimanches. » Léon explose de joie tout au long de la semaine dans son morne atelier de semelle. La voilà qui parle, qui chante, qui plaisante, qui s'installe dans une autre vie, une vie de 3 mois, 12 dimanches. L'éternité. Comble de la félicité, Léon connaît même les parents d'Émile. On l'a reçu gentiment comme une fiancée. Si bien qu'au bout de 3 mois, le 12e dimanche, enhardi, Léon demande « Quand est-ce qu'on se marie ?» La réponse est aussi dénuée de courtoisie que la question est naïve. Oh ben ça c'est une autre histoire, hein, si t'es pas contente. Peut-être plus nerveux ce jour-là. Émile ne voit pas arriver un cyclomoteur et dans l'accident, Léon est projeté sur le sol. Sa tête heurte durement le trottoir. Elle en souffrira longtemps. Lui n'a rien. C'est normal. C'est normal, c'est toujours elle qui prend les coups. Tous les coups. C'est toujours sur elle que le mauvais sort s'acharne. Cet accident, c'est un peu le signal du retour à la misère habituelle. Il ne veut plus lui donner le bras. Il la trouve laide, le lui fait comprendre. Il la traîne le dimanche comme un boulet. Alors elle joue la fameuse carte. Le dernier recours de beaucoup de femmes dans son cas, laide ou belle, intelligente ou stupide. J'ai peur d'être enceinte. Ah oui? Le ton est trop indifférent et l'oblige à pousser plus loin. Qu'est-ce qu'on ferait si c'était ça? Bah dans ces cas-là, on fait disparaître, t'es pas au courant? Ce qui est incroyable, c'est qu'Émile ne provoque pas la rupture. Même après plusieurs semaines d'impatience. Elle l'agace, remet sans cesse sur le tapis les mêmes supplications, mariage, enceinte, elle n'a que ces 2 mots-là à la bouche. Il la rabrousse en ménagement, mais cruellement, chaque dimanche, l'attend au même carrefour sur sa moto. Peut-être prend-il plaisir à cette petite torture hebdomadaire et minable.
Alors Léon se met à repenser à l'étang verdâtre, se trompe dans le pointillé des semelles à découper, se fait renvoyer de l'atelier, pleurniche à nouveau. « Je voudrais mourir !» Et sa mère de répondre toujours « Eh bien, meurs donc, la belle affaire !» 15 février 1953 au matin, Léon a 23 ans ce jour-là. Elle prend sa bicyclette, ses économies, son visage le plus laid, le plus désespéré et part à la ville. Elle veut se rapprocher d'Émile. Personne ne la retient, personne ne s'en préoccupe. L'indifférence est générale. On doit même penser que cela vaut mieux. Depuis qu'elle ne travaille plus, Léon est une bouche à nourrir. Émile voit cette pauvre chose l'attendre à 6 heures à la sortie de l'usine. « Qu'est-ce que tu fous là ?» On n'est pas plus aimable. J'ai plus de travail. Je suis parti de la maison. Je venais te voir comme ça. Pas en semaine, je te l'ai déjà dit. Et rappelle-toi ça, hein, le dimanche, c'est tout. Je veux pas te voir en semaine. Allez, j'ai autre chose à faire. Salut, à dimanche. Léon n'a pas bougé, elle n'a pas essayé de le rattraper, n'a rien dit d'autre. Elle est restée là, plantée sur le trottoir, sa bécane à la main, le dos rond. Elle le savait, elle s'y attendait. Seulement, il fallait qu'elle vienne, comme pour en être sûre, pour toucher du doigt l'humiliation, bien la ressentir, s'en persuader, et la traîner avec elle. Dans la vie de Léon, le mois qui va suivre est une étrange aventure, la seule de sa vie certainement. En effet, une drôle d'idée a germé dans sa tête. L'idée d'aller jusqu'au bout. Au bout de quoi, elle n'a pas pu le dire vraiment. Mais vous allez comprendre. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Durant un mois donc, la triste silhouette de Léon va hanter les trottoirs de la ville. Or, cette ville est un port. Et comme dans tous les ports, dans certains quartiers, une fille même laide et désemparée est sûre de faire des rencontres. Vous les diriez mauvaises, ces rencontres. Pour Léon, elles sont bonnes. Et qui plus est, elle les souhaite. Ne croyez pas cependant qu'elle a décidé tout bêtement de faire le trottoir comme on dit. Non, son but est différent. Si le premier soir, elle choisit un hôtel borgne et laisse l'hôtelier, un gros homme sans attrait, l'accompagner jusqu'à sa chambre, c'est qu'elle a son idée. La même qui lui fera suivre tous ceux qui le voudront bien par la suite. Léon veut être enceinte, à n'importe quel prix. Elle veut, un de ses prochains dimanches, se rendre à son rendez-vous hebdomadaire avec Émile et le mettre devant le fait accompli, mais avec certitude. Car dans ce domaine non plus, Léon n'a pas de chance. D'ailleurs, elle n'en aura jamais. Et elle ne veut pas mentir totalement. Il ne l'accepterait pas plus tard quand il saurait et la renverrait. Parallèlement à cette idée fixe, Léon semble suivre également une autre voie, comme si elle ne croyait pas vraiment réussir dans la première, vous allez voir. Le lendemain de son arrivée, elle traîne un peu aux alentours de l'usine à l'heure de la sortie. Émile l'aperçoit et se détourne avec agacement. Pourtant, Léon ne voulait pas s'approcher. Elle est simplement venue pour le voir de loin et s'en va presque aussitôt. Elle n'a rien d'autre à faire que traîner devant les vitrines. Et voici l'étrange. Une silhouette d'homme la suit, s'arrête devant la même vitrine dans son dos. Elle sent sa présence et se retourne. Il parle en souriant. Léon comprend à peine ce qu'il dit, son regard va de l'homme à la vitrine. Elle est pétrifiée comme dans un rêve. Elle voit dans la vitrine des revolvers, des couteaux, des fusils, une enseigne. Armurerie. Et elle entend l'homme qui dit, ou peut-être croit-elle l'entendre. Ce garçon est bien trop jeune pour mourir, il a le droit de vivre. Puis l'homme disparaît comme absorbé par la rue. Léon le cherche des yeux, refait le chemin en sens inverse, essaie de reconnaître une silhouette. L'homme avait l'air jeune. Rien. Et ses pas la ramènent devant l'armurerie, devant les canons noirs et les crosses de fusil. Elle a encore la voix dans l'oreille. Mais elle entre quand même. Pourquoi aurait-elle inventé ce personnage? Pourquoi ne pas la croire? Il s'est peut-être vraiment arrêté pour lui parler. Il avait peut-être deviné. Quelqu'un d'attentif peut découvrir sur un visage ce genre de choses. Or, Léon a la tête de quelqu'un qui va tuer.
Seulement, elle a 8000 francs à donner pour un pistolet ridicule, un 5 mm à canon long vendu sans permis. Comme si tout ce qui tire pouvait se vendre sans permis. Se vendre tout court, d'ailleurs. Complaisamment, le vendeur explique comment armer en 2 temps et fournit la boîte de balles. Léon repart et ses larmes dans la campagne constate que ça marche et enfouit le tout dans son sac. Elle n'a presque plus d'argent. Mais manger sans intérêt, ce qu'il faut, c'est trouver avec qui dormir entre 2 dimanches. Oh, ce n'est pas très compliqué d'ailleurs. Les candidats à l'hébergement payés en nature ne se font pas prier. Il s'étonne seulement lorsque Léon demande « On se voit demain ?» et lui rit au nez. Le dimanche, Léon reprend son vélo, repart au rendez-vous habituel. Elle est au plus profond de la misère morale et il ne voit rien. Il continue ses pétarades sur sa moto. C'est le 2e dimanche. Le 3e, il n'est pas au rendez-vous. Léon arrive quand même à le surprendre à la sortie d'un cinéma. Elle ne se rend pas compte de son état. Elle ne voit même plus qui elle est. Une loque, à 23 ans, mal peignée, pas très propre, qui s'accroche désespérément à un garçon qui ne veut plus d'elle depuis longtemps. Peut-être est-il secrètement fier de ce chien battu qui le suit pas à pas et lui permet de jouer les durs. « Je ne veux pas te voir maintenant. Je suis fatigué, laisse-moi tranquille. » 3 jours avant le 4e dimanche, le dernier. Léon fait une autre rencontre étrange. L'homme qu'il aborde ce soir-là n'est pas un docker ou un marin saoul. C'est un petit monsieur tout triste, tout vieux et tout ridé. Il salue timidement avec gentillesse. « Je vous demande pardon, mademoiselle, vous êtes seule ?»« Oui. Moi aussi, je suis seul. Vous n'avez pas de maison ?»« Non. »« Venez avec moi. »« Si, venez. Je n'habite pas très loin d'ici. Vous serez bien. Oh, je ne suis pas riche, ce n'est pas très grand, mais vous serez bien. Venez. » Léon le suit sans rien dire et se retrouve au chaud devant un poêle environné d'une odeur de soupe. Le petit homme s'affaire avec des gestes de souris. « Vous allez manger, asseyez-vous. » Et il raconte sa vie. Oh, ce doit être long, car il est vieux. Mais Léon n'écoute pas, comprend vaguement que l'homme est veuf, qu'il a peur de la solitude. Ce soir, il n'y tenait plus, un besoin de parler à quelqu'un l'a pris irrésistiblement, et maintenant il voudrait que Léon lui raconte son malheur, car il l'a vu tout de suite, elle a un malheur. Alors Léon invente n'importe quoi, plus exactement, elle enjolive. Elle a un amant beau et pauvre et une rivale plus vieille et plus riche. Son amant est ruiné, il a choisi de la quitter, le cœur déchiré, etc., etc. Elle rêve à voix haute, et le vieil homme compatit. Il pleure et s'endort à côté d'elle. C'est la nuit du vendredi avant le dernier dimanche. Ils passent le samedi ensemble, le petit homme offre le cinéma, des fleurs, des bas de nylon, fait la cuisine, et la supplie de rester. Va pas le retrouver, reste. M'occuperai de toi, je te soignerai. Reste. On ne peut pas dire que le destin ne fasse pas ce qu'il peut pour empêcher Léon d'aller retrouver Émile. Mais le lendemain, c'est dimanche. Qui a jamais réussi à empêcher Léon de rejoindre son amant un dimanche? Personne. Et comme jamais personne ne s'en est préoccupé, elle hésite un peu, à peine, en considérant ce vieillard qui voudrait la garder. Elle ne lui accordera qu'une nuit supplémentaire sous son toit. Une nuit sans commentaire, et au matin, le revolver au fond de son sac, Léon pédale à son rendez-vous. Émile est là. Et chose extraordinaire, il a l'air joyeux et de bonne humeur. Il l'embrasse. Il propose d'aller à la fête à la mi-carême en ville, après leur petite promenade habituelle dans les champs. Désemparée, Léon se sent redevenir heureuse. Une envie la prend de jeter le revolver dans le fleuve. Si le bonheur revient, il est inutile. Elle se promet de le faire ce soir en rentrant. En attendant, elle se jette dans cette journée inattendue avec avidité. Une sorte de litanie lui vient aux lèvres. « Je suis heureuse, je suis heureuse !» Elle s'accroche au bras d'Émile. Et il ne la repousse pas, tout recommence. Puis, dans le brouillard heureux qui l'a envahi, Léon entend la voix de son compagnon. « Je pars pour l'Afrique, c'est décidé. »
Qu'est-ce que c'est que cette petite phrase qui vrille le cœur et l'estomac, coupe le souffle et fait si mal? Léon met longtemps à demander « Tu pars seul ?» Évidemment. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Que tu voudras. Tu ne voulais pas te marier avec moi? Oh, un jour on veut plus. Tu trouveras mieux que moi. Il est déjà debout, repris par la fête, et elle le suit comme une somnambule, essayant de s'accrocher de nouveau à son bras, mais il se dégage. Maintenant qu'il a dit ce qu'il devait dire, il est libre. C'est comme s'il était déjà parti. Comble d'ironie, il achète un horoscope à un marchand ambulant et en offre un à Léon. Sur un papier finement roulé, elle lit des banalités. Il lit et déchire en silence, sans même lui dire ce qu'il a vu. La journée tire à sa fin, le défilé des chars est achevé, on brûle le dernier sur la place pour danser autour. Devant ce feu de joie, Léon tente une dernière scène inutile, reparle de mariage. Il ne répond même pas, mais s'impatiente. Il est temps de partir, allez, viens, je te ramène à ton vélo. Le reste, c'est un cauchemar pour Léon. Sur la route déserte, au carrefour de leur rendez-vous habituel, elle descend de la moto, son sac serré contre elle, la nuit est noire. De sa voix normale, elle lui demande d'aller chercher son vélo dans le fossé. Elle le regarde mettre la béquille, s'éloigner, revenir, adosser la bicyclette à un arbre. Elle a eu le temps de glisser l'arme dans son chemisier. Il remonte sur la moto, lui tournant le dos, se penche pour démarrer. Comme si elle avait longtemps répété cette scène, Léon s'approche, tend les bras dans l'ombre pour l'embrasser. Il se laisse faire. Il laisse les deux bras se nouer autour de son cou. Il ne sent pas le canon du revolver dans sa nuque et s'effondre avec sa moto, comme un cavalier foudroyé. Pendant la reconstitution, Léon refusera de refaire ce geste et personne ne parviendra à l'y obliger. On l'a retrouvé le lendemain, réfugié dans le couvent de sa sœur. Lorsque le policier lui a demandé au parloir « C'est vous qui l'avez tué ?» Elle a hoché la tête et elle l'a suivi. On a dit qu'elle n'était pas folle du tout. On a dit que l'hérédité alcoolique n'avait aucune importance. D'ailleurs, sa sœur aînée n'avait pas mal tourné, elle. On ne lui a trouvé aucune circonstance atténuante, rien. Les travaux forcés à perpétuité puisqu'on n'exécute plus les femmes dans notre pays. Il a fallu des mois de patience au juge d'instruction pour apprendre cette histoire. C'est le seul homme qui a réussi à faire parler Léon. Au tribunal, on ne vit d'elle qu'une pauvre silhouette hébétée. Sur la dernière photo de notre dossier, celle de la reconstitution, 2 policiers la traînent près d'une moto renversée sur la route. On ne voit d'elle qu'un long nez, un long menton et 2 couettes de cheveux hirsutes. À Haguenau, la grande prison des femmes condamnées aux travaux forcés, cette année-là, elle a croisé une autre femme, Pauline Dubuisson, belle et orgueilleuse meurtrière de son amant. Vous vous souvenez? Oh, aucun rapport, bien entendu. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.